Et bonjour tout le monde. Allez, on va commencer notre séance. Donc, on était aux structures de données élémentaires. C'est des structures de données que normalement, vous connaissez très bien. Donc, on a vu la dernière fois les structures de tableau, les structures de listes chaînées. Et aujourd'hui, donc, on va voir les structures de piles et les structures d'ensemble que normalement, vous n'avez pas vues, mais qui sont très importantes parce que quand on programme, souvent on programme, surtout maintenant, hein, avec les nouvelles problématiques, on programme des programmes qui manipulent tout simplement des ensembles. Alors, en ce qui concerne donc les piles sont très très importantes. Vous savez que c'est une structure de données qui est gérée selon la stratégie PHILO, First In, Last Out, qui est aussi équivalente à la structure LIFO, donc Last In, First Out. Alors, c'est des structures de données, vous savez très bien qu'on utilise beaucoup en informatique, dans les logiciels. On les utilise par exemple pour implémenter la récursivité et aussi pour lorsque il y a des interruptions au niveau du système d'exploitation, on peut aussi utiliser des piles pour sauvegarder le contexte pour pouvoir y revenir par la suite. Donc, vous voyez que c'est une structure de données qui est très, très importante. Donc, ici, je ne donne que ces deux exemples, mais on peut trouver des tas d'exemples dans la vie courante pour d'autres applications. Bien, alors, essayons maintenant de voir comment implémenter une pile. Alors, souvent, on l'implémente à l'aide d'un tableau. Un tableau suffit largement pour implémenter une pile. Donc, dans la pile, il faut peut-être rappeler que les éléments de la pile suivent un certain ordre. Donc, j'ai A1, ensuite A2, ensuite A3, jusqu'à AN. Et la pile, le tableau fait très bien les choses. Pourquoi? C'est à cause de la stratégie LIFO. C'est-à-dire qu'ici, il y a une seule ouverture. Donc, il y a une extrémité qui est fermée. Il y a seule une extrémité qui est ouverte. C'est sommet et à travers laquelle on peut justement insérer. Dans ce cas-là, on parle d'empilement. Et on peut aussi dépiler, c'est-à-dire on va retirer l'élément qui se trouve au niveau du sommet. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin juste d'un seul pointeur, sommet. Ce n'est pas le cas de la queue. La queue, rappelez-vous, on avait deux pointeurs. Un pointeur qui pointe vers le premier élément et un autre qui pointe vers le dernier élément. Donc, vous voyez que ça dépend de la fonction de la structure de données. Ce n'est pas fait comme ça fortuitement, mais c'est parce que on a besoin d'avoir une certaine stratégie. Donc, pour la pile, c'est LIFO, pour la queue, c'est FIFO, et selon le cas, donc, on a des représentations différentes. Donc, pour la pile, on a un sommet, et à travers ce sommet, on peut empiler et dépiler. Voilà. Donc, comment l'implémenter? Il faut prévoir tout simplement un vecteur qui va de 1 jusqu'à maximum, que peut contenir la pile. Et puis, un sommet qui va se trimballer à travers les entrées de la pile pour empiler et dépiler donc, des éléments. Voilà, donc c'est ça la structure la plus triviale. Donc vous observez très bien que la structure statique
généralement permet de faire énormément de choses. Donc la structure la plus adéquate pour représenter une pile est le tableau. Dans le cas où l'élément de la pile se présente sous forme d'un uplet, c'est vrai que ça j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire que si j'ai plutôt un enregistrement, on peut très bien aussi prévoir un tableau d'enregistrement avec cette même structure, c'est-à-dire qu'à la place de A1 ici, on va avoir un enregistrement. Les listes dynamiques, à la limite, peuvent aussi servir pour représenter une pile, mais ça va être très lourd et puis ça va être un gaspillage d'espace mémoire parce que le suivant, il ne sert absolument à rien. Alors, cette ouverture appelée sommet de la pile permet d'insérer et de retirer les éléments de la pile. Donc ça, on l'a vu. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc une pile fait le travail largement, c'est largement suffisant. Bien. Alors, une fois qu'on a vu comment représenter la pile, on va tout simplement faire les opérations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur une pile? Insérer, et donc c'est dépiler, empiler, hein, c'est et retirer un élément. Ça a des appellations un peu spécifiques, c'est spécifique à la pile. Mais au préalable, il va falloir aussi tester si la pile est pleine ou si la pile est vide, parce qu'on ne peut pas retirer un élément si la pile est vide, et on ne peut pas non plus empiler si la pile est pleine. Donc, l'initialisation, elle est très simple. On commence avec max égale à 200 ou tout ce que vous voulez, hein, c'est le maximum que peut contenir la pile. Sommet, il est à 0 pour dire qu'on n'a pas d'éléments dans la pile. Alors, pile vide, c'est simple, hein, si sommet est égal à 0, ça veut dire que la pile est vide, donc on va retourner vrai, sinon on retourne faux. Et la pile, elle est pleine lorsque le sommet se trouve et le sommet, bien sûr, il va de 0 jusqu'à max. Il est à 0 lorsque la pile est vide. Il est à max lorsque la pile est pleine. Et donc, si je veux empiler, bien sûr que j'aurai besoin d'un entier, d'un élément à empiler. Alors, en sortie, je vais avoir la pile, donc le tableau de 1 jusqu'à max. Donc, pour empiler, il ne faut pas oublier de tester si la pile est pleine. Alors, si elle est pleine, donc on va juste signaler le débordement de la pile. Comme ça, le programmeur, il va prévoir une valeur de max beaucoup plus grande. Ça veut dire que lors des opérations d'empilement et de dépilement, on a atteint le maximum. Il faut pour cela peut prévoir une valeur qui est plus grande pour max. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on empile? On va tout simplement incrémenter sommet. Et au sommet, maintenant, on va mettre X. Donc, vous voyez que c'est une opération qui est très facile à implémenter. Pour dépiler, donc là, on ne va pas avoir besoin de X parce que X, il est beaucoup plus au niveau de la sortie
Donc, c'est ici qu'il faut le mettre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt tester si la pile n'est pas vide, parce que si elle est vide, il n'y a rien à retirer. Donc, si elle est vide, il faut signaler quand même que la pile est vide. Ça veut dire que quelque part, le programmeur a fait une erreur. Donc, il faut qu'il revoie un peu le travail qu'il a fait. Et pour dépiler, on va tout simplement décrémenter le sommet et on va retourner la valeur qui était au sommet de la pile. Alors ici, il faut que je rajoute, donc en sortie, on va avoir X. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Alors, on va voir justement, comme on l'a fait pour les autres structures de données, comment illustrer ce process. Donc ça, on l'a vu. On l'a vu. Donc, on va aller vers l'exemple. Alors, notre exemple. Alors, je considère toujours les mêmes nombres, à moins 32, 0, 12, 78. Donc, je suppose que l'état de ma pile est celui-là. Donc, j'ai dans ma pile moins 32, 0, 12, 78 et 341. Donc, au sommet de la pile, j'ai 341. Alors, si je veux, par exemple, insérer le 45, je vais le mettre ici et donc je vais avoir cette configuration-là. Donc, vous voyez que c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a incrémenté sommet. Donc, sommet reçoit 6 et à pile de sommet, on a mis 47. Donc, la valeur a empilé. Pour dépiler, c'est aussi très simple. Donc, dépiler ici, je n'ai pas de valeur. Je vais prendre la valeur qui se trouve au sommet. Alors, comme la valeur qui se trouve au sommet, c'est 45. Donc, en dépilant, je vais décrémenter sommet. Donc, il va se mettre à 5. Et puis, je vais retirer pile de sommet plus 1. C'est 45. Donc, vous voyez que c'est des opérations qui sont très simples à implémenter. Voilà. Donc, la pile, c'est quelque chose quand même d'important. Alors, on les utilise dans plusieurs applications. Donc, généralement, quand on travaille sur une application, on doit d'abord déterminer toutes les structures de données dont on a besoin pour pouvoir faire le travail. On va voir par exemple en S3 qu'on va avoir besoin de structures de données beaucoup plus complexes que celles qu'on est en train de voir. En fait, ce qu'on est en train de voir ici dans ce chapitre, c'est beaucoup plus un rappel, hein, à l'exception des ensembles que vous n'avez pas vus. Mais structure de données, c'est très, 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 très important. C'est pour cela que je tiens à quand même vous sensibiliser sur ce point-là. Quand on écrit un algorithme, c'est structure de données plus technique d'algorithmique. Voilà. Donc ça, ces deux choses, il ne faut jamais les oublier. Tous mes cours se font de cette manière-là, hein. Hier, j'ai donné un cours en S3 sur le data mining et ça parlait de ça et je leur ai dit, rappelez-vous ce qu'on a vu au premier semestre. Donc ça, c'est un cours fondamental qui s'applique à toute l'informatique et maintenant à l'intelligence artificielle. Bien, donc ceci clôt le travail sur la pile, hein. Donc on a vu comment la représenter, à quoi elle sert, sa stratégie, et puis les opérations qu'on peut faire, tester si elle est vide ou si elle est pleine, et puis les opérations d'empilement et de dépilement. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont simples à voir. Maintenant, on va passer à la dernière structure de données que qui est, à mon sens, élémentaire aussi, mais qui est très utilisée.
Alors, un exemple de problème qui utilise les ensembles, c'est le problème du sac à dos qu'on va voir au second semestre. Alors, sac à dos, c'est un problème qui est complexe, qui est NP complet, qu'on n'arrive pas à résoudre avec l'informatique classique que vous connaissez et qui fait appel à justement des techniques beaucoup plus sophistiquées, des techniques de l'intelligence artificielle notamment pour le résoudre. Alors, c'est quoi ce problème? Il s'agit tout simplement, c'est un problème qu'on rencontre énormément dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un problème, donc, puisque je parle de sac à dos, donc il s'agit d'un sac, et un sac, une valise, tout ce que vous voulez, un conteneur, et on cherche justement, comme on spécifie sac à dos, donc il ne faut pas que ce sac soit trop lourd. Et donc ça, c'est une première contrainte. Et deuxième contrainte, c'est il faut mettre vraiment les choses utiles. Donc vous voyez que dans ce problème, nous avons deux contraintes. Alors, ces contraintes peuvent se présenter différemment. Là, j'ai parlé de lourdeur, j'ai parlé d'utilité, mais ça peut aussi avoir d'autres interprétations. Par exemple, c'est un problème qui est vraiment d'actualité, le transport des conteneurs. On voit par exemple à travers Alger beaucoup de camions qui circulent avec des conteneurs. Le port d'Alger, c'est là où on stocke les conteneurs qui nous viennent de l'étranger et qui partent justement vers l'étranger. Et donc, c'est une problématique qui est très qui est d'actualité et qu'il faut résoudre. Alors, un conteneur, c'est comme un sac à dos, hein. On va mettre des choses dans ce conteneur, mais ce conteneur, il a un volume bien défini, donc il ne faut pas qu'on dépasse le volume. Donc, vous voyez que ici, je parle de volume et je ne parle pas de poids, mais c'est le même problème, hein. Donc c'est une contrainte. Et bien sûr, il faut mettre le plus de choses qui vont être bénéfiques. Voilà. Donc, vous voyez que c'est le problème du sac à dos, c'est un problème qu'on trouve en industrie informatique, partout, le transport, etc. Donc, c'est un problème qui est très, très, très important de nos jours. Donc, vous voyez que l'informatique, elle sert à cela, elle ne sert pas à faire même apprendre des choses et puis les réciter, c'est beaucoup plus apprendre des choses pour pouvoir les appliquer dans le monde réel. Alors, quand je parle de sac à dos, quand je parle de conteneur, à l'intérieur, il y a des éléments, il y a des objets. Mais ces objets-là, il n'y a pas d'ordre entre les objets. Donc, c'est un ensemble. Donc, je peux mettre A1, A2, A3 jusqu'à AN dans un ensemble, dans le sac, sans ordre, sans aucun ordre dans l'ensemble. Donc, c'est une structure de données qui est très, très importante. Il ne faut surtout pas la considérer comme étant, comme se présentant comme une liste chaînée. Il n'y a pas de chaînage ici. Ce n'est pas non plus une pile, ce n'est pas non plus une queue, c'est un ensemble. C'est tout simplement une structure dans laquelle il y a des éléments, mais qui peuvent se trouver en vrac. Il n'y a surtout pas la notion de suivant, de tout ce qu'on veut. Donc, un ensemble est un concept beaucoup utilisé dans les mathématiques modernes. Sa modélisation informatique est nécessaire pour le traitement des problèmes manipulant des ensembles. Et de par sa définition, un ensemble contient des éléments qui ne sont pas supposés suivre un quelconque ordre. Et nous pouvons imaginer plusieurs structures de données pour le modéliser. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler
les opérations qu'on fait sur les ensembles. C'est des opérations que vous avez vues, hein. Vous avez bien vu les ensembles sur le plan des mathématiques, et l'ensemble mathématique. Alors, quelles sont les opérations qu'on fait sur les ensembles? Hein? Très bien. On fait l'union et l'intersection. Donc, il va falloir trouver une représentation de manière à traiter ces deux opérations de manière très efficace. Voilà, comme on l'a fait pour les autres structures. C'est-à-dire qu'ici, il faut trouver une représentation d'un ensemble de manière à ce qu'on puisse faire de manière efficace les opérations d'union et les opérations d'intersection. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un réflexe, c'est très bien, hein. Vous avez compris qu'à chaque fois qu'on parle d'une structure de données, juste après, il faut penser aux opérations qu'on peut mener sur ces structures de données. C'est très, très, très important. Une structure de données, elle sert à faire des opérations pour justement les utiliser dans un programme informatique. Bien, alors, la structure la plus propice, disons, c'est celle-là. Alors, qui est complètement différente de ce qu'on avait vu au préalable. Et donc, on a, voilà, alors une représentation possible qui facilite l'écriture des opérations union et intersection entre deux ensembles va utiliser deux tableaux. Il y a le tableau des valeurs et il y a le vecteur représentatif de l'ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on va illustrer cela sur un exemple. Alors, vous supposez que j'ai un ensemble S qui contient 9, 11, 546, 0, 27, 47. Donc, vous voyez que je n'ai pas d'ordre entre les éléments de S. Donc, c'est un ensemble de entiers. Alors, je vais représenter S de la manière suivante. Il va être représenté par deux tableaux. D'abord, le tableau des valeurs. Alors, ce tableau des valeurs, TV, il va servir pour tous les ensembles que je vais utiliser dans mon application. D'accord? Et par contre, il y a un vecteur spécifique, c'est le vecteur représentatif de S, et qui est un vecteur binaire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ces deux vecteurs? Le TV, le tableau des valeurs, c'est un tableau qui va contenir toutes les valeurs possibles qu'on peut avoir dans tous les ensembles. Et puis, le VR qui est représentatif, ici le VR il est représentatif de S, alors c'est un vecteur binaire. Pourquoi c'est un vecteur binaire? Parce que on va mettre à 1 juste les éléments qui sont dans l'ensemble. Alors, j'ai 9 dans l'ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer d'abord 9 dans le tableau des valeurs. Et une fois que je l'ai trouvé, je sais qu'il est à 3. Ensuite, je vais directement à l'entrée 3 de VR pour mettre 1. Donc, initialement, VR contient que des 0. Donc, ici, pour 9, je vais chercher la position de 9 dans le tableau. Je trouve 3. Et donc, je mets 1 à l'entrée VR pour dire que 3 existe dans mon ensemble. Ensuite, je fais la même chose pour 11. Je vais chercher 11 dans ce tableau de valeurs. Le 11, il est à 5. Donc, normalement, à l'entrée 5 de VR, je dois trouver 1 parce que, alors, je dois, non, parce que 11, justement, qui est à 5 ici, est dans mon ensemble.
Donc, à 5, j'ai 1. Pour 546, la même chose. Hein, je le cherche dans le tableau des valeurs. Il est à la position 6. Et donc, je vais à la position 6. Et normalement, je dois trouver 1 parce que 546 existe dans S. Pareil pour 0. 0 se trouve à 7 dans le tableau des valeurs. Donc, normalement, dans le vecteur représentatif de S, je dois avoir un 1 à la position 7. 27, il est à 8. Et puis le 47, je le trouve à 10. Donc, je vais à 10 et j'ai 1. Donc, là où j'ai des 1, c'est les éléments qui sont dans S. Voilà. Si je prends par exemple la valeur 8, elle n'est pas dans S. Je la cherche, elle est à 9. Et à 9, vous voyez bien que j'ai 0. Et donc, le tableau TV, il va contenir toutes les valeurs, voilà, susceptibles d'appartenir à un ensemble. Le tableau TV, j'ai toutes les valeurs. Alors, à max, justement, je vais mettre le nombre de valeurs que j'ai dans mon tableau. Voilà. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, jusqu'à 11. Donc, je mets 11. C'est-à-dire que ce tableau, il contient en tout 11 valeurs. Et puis, le VR de masse. Alors, VR, c'est le vecteur représentatif ou tableau représentatif de S. Il est lié à S. Alors, si j'ai par exemple S1, S2, je vais avoir pour chacun de ces ensembles un vecteur représentatif. Mais pour les deux ensembles, je vais avoir un seul tableau de valeurs. Donc, le tableau de valeurs, je vais mettre toutes les valeurs que je peux avoir dans les ensembles. Et donc, comment construire le VR? D'abord, dans VR max, je vais mettre le nombre maximum ou la cardinalité de S. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 valeurs. Voilà. Et S, il est construit de cette manière-là. À VR de I, je vais mettre 1. Si, au niveau du tableau de valeurs à I, j'ai un élément qui appartient à S. 0 signe. Voilà. Donc, pour représenter un tableau, je vais donc utiliser ces structures. Et donc, vous voyez que c'est des structures qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est différent de la pile, c'est différent de... Ok, c'est différent de la queue et de tout ce qu'on avait auparavant. Bien, maintenant avec cette représentation-là, tout à l'heure, on avait bien vu que les ensembles servent beaucoup plus à faire des unions et des intersections. Donc, comme on l'a fait pour les autres structures de données, là, on va donc voir comment écrire tout simplement des programmes qui vont nous faire ces deux opérations. Alors, comme opération, il y a donc l'union et l'intersection. Il y a aussi une opération qui est très importante et qui est de toute manière, même union et intersection, hein, c'est des fonctions qui sont généralement prédéfinies dans les langages informatiques. Hein. Pour faire l'union, normalement, on fait, c'est des fonctions prédéfinies, mais en plus, il y a l'opération aussi d'appartenance. On veut savoir si un élément appartient ou pas à un ensemble. Généralement, c'est cette opération, c'est l'instruction, c'est in.
if x in s, for example. Donc, on peut écrire ce genre d'instruction. Et donc, on cherche à savoir si un élément appartient à un ensemble. Et puis, bien sûr, on a aussi besoin de faire des unions et des intersections. Alors, pour l'appartenance, alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, je veux savoir si, tout à l'heure, attendez, on va remonter plus haut, avec cette structure. Si je veux savoir si 8, à tout à l'heure, je vous ai dit, essayons de voir si 8 appartient ou pas à S. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, le mon X est égal à 8. Et je veux savoir si 8 appartient à S. Alors, si vous avez bien compris, ce que j'ai présenté, c'est que je n'ai pas S égale à 9, 11, 546, 0, 27, 48. Ce que j'ai pour S, c'est ces deux vecteurs. Je n'ai pas ça dans mon programme. Ça, je veux le représenter en mémoire. Je veux avoir une structure de données en mémoire qui va me représenter cette structure, et c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, mon S ici, quand on est en train de programmer, il va être représenté par ce TV et ce VR. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Alors, ma question maintenant, avec ces deux vecteurs, avec cette représentation, comment je vais écrire un programme ou une procédure qui va me dire si 8, par exemple, appartient à S. Oui, très bien. Donc, si je trouve 0, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est le cas de... Alors, 8, ici, il est à 9. Donc, je vais à 9, je trouve 0, ça veut dire que le 8 n'existe pas dans S. Et c'est le cas ici. Quand je vois mon ensemble, je vois bien que le 8 ne fait pas partie de S. Par contre, si je cherche par exemple 27, je vais à 27 ici dans le tableau des valeurs. Je commence toujours par le tableau des valeurs. C'est le tableau des valeurs qui me donne la position de cet élément dans le vecteur. Donc, à la position 8, j'ai 1, ce qui signifie que le 27 existe bien dans mon ensemble. Donc, c'est ça l'opération qu'on va écrire, plutôt la procédure qu'on va écrire. Donc, pour l'appartenance, j'ai le tableau des entiers, j'ai le vecteur représentatif et j'ai le X en entrée, c'est-à-dire je cherche si X, il est dans le tableau. Il est dans l'ensemble S. Le VR, c'est le vecteur représentatif de S. Et rappelez-vous, c'est un tableau de booléen. On a bien vu tout ça, que le VR, c'est un tableau de booléen. Par contre, le TV, c'est un tableau d'entier. Et donc, en sortie, je vais avoir vrai ou faux. Vrai si X appartient à S, et faux si X n'appartient pas à S. Donc, vous voyez bien qu'à travers l'entrée et sortie, je n'ai pas cette histoire de S égale à quelque chose. J'ai un tableau de valeurs et j'ai un vecteur représentatif. Alors, comment je vais faire les choses? C'est très simple. J'ai besoin d'une variable qui va me permettre de chercher la position de X dans le tableau. Donc, tant que je n'arrive pas à TV max, donc vous voyez que je ne vais pas parcourir tout le tableau TV, mais je vais m'arrêter à TV max parce que je sais que dans le tableau, j'ai TV max valeur. Et tant que je n'ai pas trouvé le X, donc j'incrémente le P. Une fois que je sors de là, j'ai normalement la position où doit se trouver X dans le tableau.
Donc, si j'ai TV de P est égal à X et que VR de P est égal à 1, alors ça veut dire que le X appartient au vecteur, donc retourner vrai, sinon retourner faux. Voilà, donc l'appartenance s'écrit de cette manière-là. Pour faire l'union, là, j'ai besoin de deux vecteurs représentatifs parce que j'ai besoin de deux ensembles. VR1, c'est le vecteur représentatif de S1 et VR2, c'est le vecteur représentatif de S2. Et le TV, hein, vous voyez bien que j'ai un seul tableau de valeurs où en principe toutes les valeurs de S1 et toutes les valeurs de S2 sont dans ce tableau-là, le tableau des valeurs. Et en sortie, je vais avoir un VR3 qui fait donc l'union. Et comme un vecteur représentatif, c'est un tableau de booléen, donc je vais avoir donc comme déclaration VR3 un tableau de booléen qui va justement être le résultat de l'union de S1 union S2. Voilà. Donc je vais avoir besoin de I, une variable. Et vous voyez ici, ce que je fais, c'est une seule opération. C'est pour ça que c'est très, très efficace. Donc, je vais tout simplement aller de 1 jusqu'à TV max et faire tout simplement un OU booléen entre un élément de S1 et un élément de S2. Donc, le OU, c'est l'opérateur booléen de disjonction. Donc, vous voyez que c'est très efficace. Donc, on le fait en une seule fois. Je fais l'union entre les deux. L'insertion, ça va être la même chose, sauf que ici, au lieu d'avoir le O booléen, j'ai le et booléen. Voilà. Alors peut-être qu'il va falloir que je vous montre ça sur un exemple. Alors, new slide. Alors, là, je vais mettre exemple. Alors, pour l'exemple, donc je vais reprendre, voilà, je vais reprendre tout ça. Ouais. Alors, copie, je reviens ici, je mets, non, alors je vais faire comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, je prends le tableau de valeurs. Hein. Je vais avoir besoin du tableau de valeurs. Copie. Alors, ici, je vais faire. Voilà, très bien. Très bien, donc je peux le toucher. Voilà. Alors, supposez que je veux faire l'union. Bon, l'appartenance, on l'a vu. Hein. Supposez que j'ai S1. Bon, je vais mettre comme ça, S1. S1 est égal à cela. Allez, je n'ai même pas besoin de voir ça. Donc, j'ai S1 soit S1 égale à et je vais prendre un autre copie, un autre vecteur parce que je veux faire l'union de deux vecteurs. Et là, 28.
j'ai S2. Et là, je peux mettre d'autres valeurs. Hein. Je vais mettre par exemple 10, 21. Je vais garder le 546. Là, je vais mettre moins 7. Je vais garder le 27 et puis pourquoi pas 7. Mais là, je ne suis pas obligée d'avoir le même nombre d'éléments. Hein. Là, peut-être je vais rajouter 33. Voilà. Alors, si j'ai S2 de cette manière-là, il va falloir introduire toutes ces valeurs-là dans le tableau TV. Ça, c'est TV. Alors, je vais mettre... Non. Alors comment introduire le 10 dans mon tableau de... Bon. Comment mettre 10 dans TV? C'est ça ma question. Je vais mettre ici. Bon. Alors, le 10, hein, quand je mets le 10 n'est pas dans mon tableau de valeurs. Alors, comment est-ce que je vais faire cette opération? Parce que le tableau de valeurs, il faut mettre toutes les valeurs qu'on peut trouver dans les ensembles. Donc, du moment que j'ai rajouté ce S2, j'ai mis dans le S de 10, donc le 10, il doit figurer quelque part dans ce tableau TV. Alors, comment je vais le mettre? De la place de moins 1, on incrémente également. Voilà, très bien. Donc, je vais le mettre tout simplement à la suite des autres valeurs. Donc, ici, normalement, je vais avoir 12 éléments. Et donc là, je vais mettre 10, très bien. Et donc, il ne faut pas oublier à ce niveau-là d'incrémenter ce TV max parce que j'ai maintenant 12 éléments. Voilà. Et je continue. Donc, le 21, est-ce qu'il y est? Il n'y est pas. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais le mettre ici. Donc, je vais avoir 13 éléments. Et ici, c'est 21. Et bien entendu, alors tout ça, c'est moins 1, moins 1, moins 1. Hein. Il faut incrémenter le nombre d'éléments dans TV. Ensuite, alors 546, il y est, donc je ne vais pas le dupliquer, hein, c'est bon. Le moins 7, il n'existe pas, donc je vais le placer encore une fois ici. Donc, je vais avoir moins 7 et plus bas, c'est 14. Et donc là, il faut incrémenter cela. Alors, le 27, il y est. Le 33, il n'y est pas. Donc là, je vais mettre 33. Et ici, donc 15. Et là, je vais donc mettre incrémenter pour signaler le nombre d'éléments que j'ai dans le TV. Très bien. Donc, à partir de là, donc là, ça veut dire que j'ai tous les éléments. Le 7 aussi n'existe pas, madame. Comment? Numéro 7. Le 7 n'existe pas. Donc, il va falloir... Oui, effectivement. Donc, le 7 n'existe pas. Donc, normalement, avant le 33, on va mettre le 7. Bon, alors ici, je mets 7. Bien, vous suivez très bien. Et là, je vais mettre le 33. Et donc, ici, j'ai 16 valeurs. Et ici, j'ai 16. Et donc, à 17, normalement,
G moins 1. Très bien. Et donc, vous voyez que dans ce tableau de valeurs, il va falloir mettre toutes les valeurs possibles. Donc, à chaque fois qu'on introduit un ensemble, il faut donc rajouter toutes les valeurs qui ne sont pas encore dans TV. Il faut les mettre dans TV. Et donc, vous voyez que c'est une opération très simple. Donc, ici, je vais, ici, je vais au maximum. 5, j'incrémente, j'ai 17. Donc, c'est une opération qui est vraiment très rapide, O de 1, hein, parce que j'ai une instruction ou deux à faire. Bien. Ensuite, maintenant, il me faut représenter S1 et S2. Alors, comment représenter ces deux? On les représente. Bon, alors, ça, je vais le copier hein, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu le faire. Copie. Alors, est-ce qu'il va me le copier correctement? Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau de valeurs. Maintenant, il me faut... Non. Il me faut un vecteur VR pour S1 et VR pour S2. Voilà. Donc, je copie aussi ça. Copie. Je viens là. Donc ça va être VR1 parce que c'est le tableau représentatif de S1. Et normalement, c'est un tableau qui est déjà préparé. Il n'y a rien à changer. Le 9, il est le 9, il est à 3. Donc à 3, j'ai 1. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est d'avoir le VR2 qui va représenter le S2. Alors, VR2, je vais encore... Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait donc reprendre ça. Copie. Coller. Alors, on va le ramener ici. Et puis, ça, il faut aussi le copier et le ramener ici. Alors, ça, c'est le VR2. Alors, pour trouver le VR2, rappelez-vous, on doit tout initialiser à 0. Donc, j'ai 0, 0. Alors, 0. 0. Bon, j'aurais pu faire autre chose de plus simple. Bon. Rapide. Voilà. Alors, pour avoir le vecteur représentatif de VR2, de S2, hein, il faut démarrer à partir d'un VR2 qui est mis à 0. D'accord? Ensuite, on va mettre les 1 là où on a 10 dans le TV. Voilà. Alors ici, j'ai combien d'éléments? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc normalement ici, je dois avoir 7. Mais initialement, je commence à 0 comme, parce que initialement, j'ai 0 élément dans S2. Alors, dans S2, j'ai 10. Donc, je vais le chercher dans TV. Hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, dans TV, il est à 12. Donc, je vais à 12. Donc, ici, j'ai... Alors, 12. 13. 14. 15. 16, ça devrait normalement s'arrêter à 17.
ici, je peux aussi mettre... Où est-ce que je vais trouver le tableau? Normalement, c'est là. Bon, c'est pas grave. Par contre, je peux très bien aussi le faire directement à partir d'ici. Alors, Format shape. Non. Alors, c'est pas... Normalement, c'est ici que je dois trouver. Mais c'est pas important hein, ce que je suis en train de voir, de faire. Bon. Design, non, c'est pas ça. Ben, si, c'est ici. Voilà. C'est ici. Et puis... Voilà. Ok. Oui, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc je vais à 10, je le trouve ici à 12. Donc à 12, on va mettre 1. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, là, comme j'ai un élément, je vais mettre à jour ici le 1. Ensuite, j'ai 21. Alors 21, il est à 13. Donc je vais à 13. Je vais mettre 1. Et donc là, j'incrémente le nombre de valeurs. J'ai 541, 46. C'est à 6, donc je vais mettre 1 ici. Et j'incrémente, hein, parce que maintenant j'ai 3 éléments. Ensuite, j'ai moins 7. Alors, le moins 7, il est à 14. Donc, je vais mettre 1 ici et j'incrémente le 4. Ensuite, j'ai 27. 27, il est à 8. Donc, à 8, je vais mettre 1. Donc, 27 à 8. Ensuite, j'ai 7. 7, il est à 15. Donc, à 15, je vais mettre 1. Alors, avant, il y avait, c'est des zéros hein, ici. Donc, là, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Tout à l'heure, j'ai oublié d'incrémenter. Donc, j'ai bien 6. Et le dernier, c'est 33. Donc, 33, il est à 16. Donc, je vais mettre 1 ici. Et j'incrémente et ça me fera mes 7 éléments. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Alors, le VR3, ça sera tout simplement l'intersection, plutôt la... TV. Alors ça c'est VR2 et là ça va être le VR3. Donc je copie et je... Non, c'est pas ça. Je copie ça. Copie.
Alors, ce que je suis en train de construire, c'est le VR3, c'est l'union entre les deux. Et donc, là, qu'est-ce que je fais? D'après ce qu'on a écrit ici, on va prendre les éléments 2 à 2 de VR1 et VR2 et faire le OU logique. Donc ici, à 1, j'ai 0 ou 0, ça me donne 0. 0 ou 0, ça va me donner 0. 1 et plus le OU logique, rappelez-vous, c'est un plus, donc il va me donner 1. 0, 0, c'est 0. 1, 0, c'est 1. Alors, à 6, j'ai 1, 1, donc ça reste 1. Alors là, c'est ça. À 7, j'ai 1, 0, ça va me faire 1. À 8, j'ai 1, 1, donc le 1, il va rester. 9, 0, 0. 10, 1, 0, c'est 1. Et 11, 0, 0, 0. 12, j'ai 0 et 1, ça me fait 1. 13, j'ai 0, 1, ça me fait 1. Et 14, 0, 1, ça me fait 1. Et puis à 15, c'est 0, 1, ça me fait 1. À 16, c'est 0 et 1, ça me fait 1. Voilà. Donc, on obtient cela. Sauf qu'ici, il ne faut pas oublier de mettre à jour le nombre d'éléments de VR3. Donc, ça me fait combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai 11 éléments. Alors, ces 11 éléments, on peut très bien les retrouver. Alors, est-ce que ici, je peux... Alors, ici... Voilà. Alors, ce VR3, ça va être, il va représenter S3 qui va être égal à, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 1 ici au niveau de 3, donc là je vais aller plutôt dans TV, donc je retrouve 9. Ensuite, j'ai 1 à 5, donc je vais à 5 et je trouve le 11. Ensuite, j'ai 6 à 6, j'ai 546. À 7, j'ai 0. À 8, j'ai 27. À 10, alors à 10, j'ai 47. D'où il provient ce 47? Alors, 47. À 10, tout à l'heure, j'avais VR1 plus... Ah oui, non, 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 c'est pas... Là, il y a des choses qui ont sauté, hein. Parce que j'avais VR1 et VR2. Il fallait faire VR1, VR2. Bon, je vais donc... vous êtes prêts maintenant? Ok, donc je vais arranger ça et je vais le mettre donc comme l'exemple, je vais l'arranger parfaitement et je vais vous le mettre. Donc je vais de toute manière mettre tout le chapitre sur modèle. Normalement, je mets ça aujourd'hui sur modèle. Voilà. Donc ici, il y avait VR1, VR2. Le VR3, il a un peu sauté parce que je n'avais pas assez de place en fin de compte, hein. Donc je vais le faire soigneusement et donc vous pouvez donc envoyer vos questions à travers Moodle ou bien à la prochaine séance. Voilà, donc on termine, hein, bon, ça fait 1 heure hein, depuis qu'on est ensemble, donc c'est bon. Allez, à bientôt. Je vous en prie.